La présente explication concerne les aspects relatifs à la publicité foncière à l'occasion d'une vente d'immeubles. Elle peut être mise en rapport avec les schémas correspondants figurant sur les slides qui sont actuellement disponibles sur le site internet, slide donc relativement à la publicité foncière. L'hypothèse de départ est évidemment celle où une personne, imaginons A, vend un immeuble à une autre personne B. Nous savons que le transfert de propriété s'effectue solo consensu, par le seul échange de consentement, sauf lorsque, comme c'est usuel en matière de vente d'immeubles, les parties décident contractuellement de reporter le moment de transfert de propriété au moment de la passation de l'acte authentique, auquel cas c'est à ce moment-là que le transfert de propriété entre parties a lieu. Et c'est cette dernière précision, entre parties, qui est tout à fait fondamentale ici. Puisqu'en effet, aussi longtemps que la vente entre A et B n'a pas fait l'objet d'une transcription dans le registre de la conservation des hypothèques, la vente, ou plutôt le transfert de propriété, n'a lieu qu'entre parties et non pas à l'égard des tiers. De sorte que les tiers peuvent toujours considérer que A est encore propriétaire et B n'est pas encore propriétaire. Et c'est précisément là où va intervenir la publicité foncière, puisque pour rendre opposable le transfert de propriété à l'égard des tiers, B devra procéder ou faire procéder à la transcription de l'acte de vente dans le registre de la conservation des hypothèques. La transcription étant en réalité une copie intégrale de l'acte de vente avec toutes ces clauses, ces stipulations contractuelles, ces conditions suspensives ou résolutoires. Quand on prend connaissance de l'acte transcrit, on prend connaissance de l'intégralité du contenu de l'acte. Et pour pouvoir être transcrit dans le registre de la conservation des hypothèques, il faut un acte qui présente notamment la forme d'un acte authentique, d'où la nécessité précisément de passer un acte authentique pour la vente d'un immeuble. L'avantage étant que si maintenant une troisième personne apparaît sur la scène, par exemple C, et C souhaite acheter l'immeuble, il pourra vérifier si B qui offre l'immeuble en vente, si B est véritablement le propriétaire de l'immeuble qu'il prétend vendre. Et puisque l'acte de vente AB a été transcrit, B apparaîtra comme le propriétaire de l'immeuble, avec comme conséquence que C pourra acheter sans devoir s'inquiéter de ses droits. C'est ainsi qu'on dit donc que la publicité foncière apporte une certaine sécurité juridique dans les transactions immobilières, puisque on peut précisément vérifier qui est propriétaire, et on peut non seulement vérifier qui est propriétaire, mais on peut également vérifier si il est devenu propriétaire sous conditions suspensives ou résolutoires, quelles sont les conditions, et ainsi de suite, puisque la transcription reprend une copie intégrale de l'acte de vente. Des situations conflictuelles peuvent toutefois naître du fait que A vend deux fois le même immeuble à deux personnes différentes. Pour reprendre un exemple, on va imaginer que A, comme dans le premier exemple, a vendu à B, mais qu'après avoir vendu à B, il vend également à C, ce qui met évidemment B et C dans une situation conflictuelle, puisque les deux prétendent chacun avoir un droit de propriété sur le même immeuble. Si aucune des deux parties n'a transcrit son acte de vente, si en d'autres mots ni B ni C n'ont transcrit, A apparaîtra toujours comme propriétaire et la situation conflictuelle entre B et C va se résoudre par application de l'adage prior tempore potior iure. En revanche, si, par hypothèse, B a transcrit
alors il acquiert un droit de propriété qui est opposable au tiers et pourra de ce fait se prévaloir du défaut de transcription par C, qui lui n'a donc pas de droit de propriété opposable à B. Cette question doit toutefois être analysée au regard de l'article 1er de la loi hypothécaire qui vise expressément cette situation et qui précise que, à défaut de transcription, les actes, notamment translatifs de droit réel immobilier, ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude. Et donc il y a une question de bonne ou de mauvaise foi. Question de bonne ou de mauvaise foi qui implique que si B était de mauvaise foi au moment où il a acquis ses droits, il ne pourra se prévaloir du défaut de transcription de C, puisque pour être tiers protégé au sens de l'article 1er de la loi hypothécaire, il faut être de bonne foi. Si B était quelqu'un de bonne foi, il l'emportera donc dans le conflit qui l'oppose à C, puisque en tant que tiers protégé par l'article 1er de la loi hypothécaire, en tant que tiers de bonne foi, il pourra se prévaloir du défaut de transcription de C, de l'acte de vente à C, qui donc n'a pas été transcrit. Il convient ici de rappeler que la notion de bonne foi signifie que B, dans notre exemple, ne savait pas ou ne devait savoir au moment de la naissance de ses droits, c'est-à-dire au moment de l'acte sous seing privé conclu avec A, que A avait déjà vendu à C. Donc si A a d'abord vendu à B et ensuite à C, B pourra être considéré comme étant de bonne foi. Se pose ensuite la question de savoir que va-t-il se passer lorsque, dans la même configuration, donc avec une double vente, mais B a transcrit l'acte et est considéré comme étant de bonne foi, revend à D, qui lui, en revanche, est de mauvaise foi, puisqu'il était au courant de la vente à C au moment de la naissance de ses droits, et il fait néanmoins transcrire. Est-ce que D peut se prévaloir, en d'autres mots, du défaut de transcription dans le chef de C, dans le conflit qui oppose D à C? Et c'est là qu'intervient l'arrêt de la Cour de cassation de 1954, arrêt dans lequel la Cour de cassation a considéré que l'acquisition de D ne peut plus être viciée par sa mauvaise foi, dès lors que B était de bonne foi, et donc son propre auteur avait acquis lui-même un droit de propriété opposable à tous, et a donc pu transférer un droit de propriété opposable à tous. Donc la mauvaise foi ultérieure, qui survient ultérieurement dans le chef d'un sous-acquéreur, sera sans incidence sur la solution du conflit avec C, avec le deuxième acheteur. Reste une dernière question qui est en réalité une hypothèse un peu différente, puisque on va maintenant imaginer que on a toujours une double vente, mais que B est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi puisque il était par hypothèse au courant de la vente à C au moment où il a lui-même conclu avec A. Et il fait néanmoins procéder à la transcription. Alors il est certain que lui-même n'est pas un tiers protégé par la loi hypothécaire et que dans le conflit qui l'oppose à C, il ne pourra se prévaloir du défaut de transcription dans le chef de C. Mais se pose la question, que va-t-il se passer lorsque B revend le même immeuble à D, qui lui est parfaitement de bonne foi, qui a consulté les registres de la conservation des hypothèques, qui a trouvé la transcription de la vente à B, et qui donc
part de l'idée que B dispose légitimement d'un droit de propriété opposable à tous qu'il peut lui-même acquérir à son tour. Et donc D fait transcrire la vente qu'il a conclue avec B. Selon une conception traditionnelle, cette situation devrait être réglée par l'adage Fraus omnia corrumpit et également par l'adage Nemo plus iuris, qui impliquerait que dès lors que B n'a pas pu acquérir un droit de propriété opposable à tous par A, de A, B ne pouvait lui, à son tour, transférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même, et donc ne pouvait transférer à D un droit de propriété opposable au tiers, ce qui veut dire que D, qui est de bonne foi, sera un peu la victime dans cette situation. Et sa bonne foi serait donc insuffisante pour le protéger dès lors que dans la chaîne des acquéreurs ou des sous-acquéreurs, il y a quelque part un acquéreur ou un sous-acquéreur de mauvaise foi. En revanche, face à cette situation cette solution qui a pu être considérée comme injuste, il a parfois été considéré qu'il fallait plutôt privilégier une autre solution, il fallait privilégier la position de D, qui est quand même de bonne foi, et pour privilégier la position de D, on pourrait peut-être faire appel à la théorie de l'apparence. C'est une idée qui a été admise notamment en France et qui part de l'idée que B, en procédant à la transcription, a donné l'apparence d'acquisition d'un droit de propriété opposable à tous, et que, ayant donné cette apparence, il devrait être tenu des conséquences de cette apparence, de cette propriété apparente en quelque sorte vis-à-vis de D, qui pourrait dès lors exiger que l'on s'en tienne à ce que la situation apparente, à ce qu'on fasse comme si la situation apparente était la situation réelle, et dès lors se prévaloir aussi à son tour d'un droit de propriété opposable au tiers. La difficulté cependant, c'est qu'en Belgique, cette théorie est extrêmement controversée, puisque si on admet que la théorie de l'apparence peut être source d'obligation, on l'admet qu'à des conditions relativement strictes, et une certaine jurisprudence des juges de fond tend à ne pas admettre la théorie de l'apparence lorsqu'il s'agit notamment de transfert de droits de propriété. Donc la notion de propriété apparente est une notion qui a encore du chemin à faire, de sorte qu'il n'est pas certain que la solution proposée pour sauver la peau de D serait suffisante, et donc on en retombe alors encore nécessairement sur cette solution qui peut paraître injuste, mais qui est exacte en droit, qui consiste à dire que si B n'a pas acquis un droit de propriété opposable au tiers en raison de sa mauvaise foi et donc d'une certaine fraude, il n'a pas pu lui-même, à son titre, transférer un droit de propriété opposable au tiers. Ici, on constate en d'autres mots que la publicité foncière n'est pas suffisante pour venir en aide aux sous-acquéreurs de bonne foi et donc pour apporter une véritable sécurité des transactions. Made with Doodlecast Pro.